Nouveau numéro de Reporter, le doc, le magazine de reportage long format de France 24. Direction la République démocratique du Congo, un pays meurtri il y a 2 décennies par des guerres terribles dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Nous évoquons souvent sur France 24 les massacres perpétrés à intervalles réguliers dans la région des Grands Lacs notamment. Ces massacres puisent leurs racines dans ces guerres qui, entre 1996 et 2003, ont fait des millions de morts, l'un des bilans les plus lourds d'un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 20 ans après, quels enseignements en a-t-on tiré? A-t-on jugé les responsables? Force est de constater que les crimes sont restés impunis et les victimes sont aujourd'hui désemparées. 2 endroits en particulier symbolisent cette période, la ville de Kisangani et la région des Kivu, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Nicolas Germain et Thomas Nicolon. Je pleure mes victimes, je pleure mes victimes, je suis indigné. Ici, on est au cimetière des 6 jours. J'ai perdu une fille de 13 ans, 13 ans. Ça fait des années qu'on lutte. On veut des réparations financières. Notre maison a été détruite, on a tout perdu. Vous voyez dans quel état cet endroit est abandonné. Nous exigeons à ce que ce soit un lieu touristique, un lieu où les gens vont venir se recueillir devant tous ces os qui sont ici, qui ont été enterrés ici. Congo, crie justice, Congo. À Kisangani, un rassemblement contre l'absence de justice et l'oubli. L'oubli, ce sont 2 guerres qui ont meurtri l'un des plus grands pays d'Afrique dans une quasi-indifférence. L'oubli de plusieurs millions de morts entre 1996 et 2003, essentiellement civils. Morts dans les combats, mais aussi pour beaucoup de maladies qui auraient pu être guéries en temps de paix. C'est l'un des bilans les plus lourds depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur plus de 20 ans d'impunité. La première guerre du Congo débute en 1996. Elle s'achève l'année suivante avec la chute du président Mobutu, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Un départ souhaité par Kigali. Mobutu avait accueilli en 1994 les génocidaires Hutus qui venaient de fuir le Rwanda. La guerre civile rwandaise s'exporte alors vers son voisin congolais. Avec ses alliés, notamment l'Ouganda, Kigali aide le rebelle congolais Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir. Mais d'après des enquêtes de l'ONU, cette coalition n'a pas seulement ciblé les auteurs du génocide, elle a aussi tué d'innombrables civils Hutus, femmes, vieillards et enfants. Les attaques en apparence systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide. Le Rwanda et son homme fort Paul Kagame ont toujours fermement rejeté cette accusation. Au fil des mois, l'entente entre Kabila et sa tutelle rwandaise et ougandaise ne dure pas. Dès 1998, ils souhaitent s'émanciper. Les 2 pays décident alors de le renverser. C'est le début de la Deuxième Guerre du Congo. Des rebelles congolais forment une coalition appelée RCD, qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Ils n'arrivent pas jusqu'à Kinshasa, mais occupent une immense partie du nord et de l'est du pays pendant 5 ans. Les massacres et les pillages à grande échelle des richesses minières congolaises se multiplient. Car le sol congolais regorge de coltan, de cassitérite, de tungstène, d'or et de diamants. Au milieu de la Deuxième Guerre, le 16 janvier 2001, Kabila est assassiné à Kinshasa par son garde du corps. À ce jour, le commanditaire demeure inconnu. Kabila est remplacé par son fils Joseph. C'est lui qui signera les accords de paix qui mettront fin à la Deuxième Guerre du Congo. La prise de Kisangani le 15 mars 1997 marque un tournant décisif dans la Première Guerre.
le début de la fin pour Mobutu. C'est ici, dans le stade Lumumba, aujourd'hui délabré, que Laurent Désiré Kabila a tenu un célèbre discours. Il avait harangué la foule ici. Il demandait à la population si vous voulez que la guerre s'arrête, si vous voulez qu'il y ait cessez-le-feu, s'il fallait négocier avec le président Mobutu qui était à l'époque chef de l'État. La foule, les jeunes comme vous, criaient, ne voulaient pas de négociations avec un dictateur, il faut qu'il tombe, il faut qu'il parte, parce qu'on en a assez, nous voulons un nouveau régime. Et moi aussi, je me rappelle parce que j'y étais aussi. Nous, la population de Kisangani, on disait même, on a crié, j'espère si je me rappelle, avancer. Exact. Avancer, c'est ce qu'on disait. Mais après l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, beaucoup, même parmi les rebelles, ont vite déchanté. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai le regret d'avoir rejoint l'AFDEL. Aujourd'hui, c'est seulement l'élite qui a pris le pouvoir, certains parmi eux qui profitent de la manne du pays. Donc il y a la corruption, il y a le détournement, il n'y a pas la promotion des droits de l'homme. Donc on est à la case de départ. Kisangani représente un point stratégique sur le fleuve Congo, avec la capitale Kinshasa à l'ouest et l'Ouganda et le Rwanda à l'est. Elle est la grande ville congolaise qui a été la plus meurtrie pendant les deux guerres. Deux conflits qui en réalité ne forment qu'une longue succession de massacres dans l'esprit de beaucoup de Congolais. Ici, les armées rwandaises et ougandaises ont fini par se battre entre elles, notamment pour les diamants et l'or de la région. Les habitants de Kisangani, révoltés mais impuissants, se retrouvent au cœur d'une guerre d'une violence inouïe entre deux armées étrangères qui s'affrontent à des centaines de kilomètres de leur propre pays. Selon les Nations Unies, du 5 au 10 juin de l'an 2000, pas moins de 6000 obus sont tombés sur la ville. Dismas Kitenge de la Fédération internationale des droits de l'homme sera pendant plusieurs jours notre guide à Kisangani. Il a enquêté sur ces affrontements et connaît chaque ruelle de ce quartier, la commune de la Tshopo, la plus touchée par la guerre. Ici, il y a eu des affrontements meurtriers entre les deux armées étrangères, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise en 2000. Et là, il y a des impacts de balles. Des impacts de balles qui ont touché cette maison habitée par des populations civiles. Et regardez aussi là, partout dans les murs. Et il supposait que le militaire, soit ougandais ou rwandais, entrait aussi dans les maisons des particuliers pour se dissimuler et à partir de là, lancer aussi des attaques. Cette femme vivait ici à l'époque. Elle a été blessée par un éclat d'obus. J'en veux vraiment aux Rwandais, aux Ougandais. On ne voulait pas de cette guerre, on ne comprenait rien. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu, ma maison, des proches. Je suis pauvre, je vends du charbon. Voilà tout ce qui reste de cette maison-là. Là, il y a eu des bombes, des obus qui étaient tombés. Toute la maison a été écrasée. Voilà les traces de tout ce qui nous reste. Voilà, ça c'est encore des preuves de balles qui sont passées là. Et cette maison s'est écroulée et il y avait une grande maison qui était bien construite. Pendant la guerre, on ne pouvait rien faire. Tout a pris feu lorsqu'une bombe est tombée ici. Heureusement, tous les enfants s'étaient enfuis, ils n'ont pas été tués. Mais la maison, elle, a brûlé. Bon, merci, on va à l'hôpital. Il faut bien à l'hôpital Saint-Joseph, qui avait accueilli beaucoup de blessés, si on parle. Bango, bonjour, Atex. Comment ça va? Ça va, il y a longtemps. Non, ça fait. Ah, ok, ça va. La directrice a confectionné un tissu blanc sous forme de drapeau. Et avec lui, il partait chercher de l'eau, chercher de quoi manger, ces messieurs. Et vous êtes resté jusqu'à la fin de la guerre? Jusqu'à la fin.
Et quand vous partiez là pour chercher de l'eau, c'était pour chercher de l'eau pour les blessés, les malades qui étaient internés ici. Oui. Et vous-même, vous n'avez pas eu peur? Non. Il y a eu des obus qui passaient. Partout. On était ici beaucoup. En dehors des blessés, on a reçu des habitants qui pensaient être en sécurité ici. Donc, tous les couloirs partout ici, il y avait des gens. Et les blessés, les malades se retrouvaient dans des salles, mais partout ici, il y avait... Donc, on peut estimer au-delà de 300 personnes qui étaient ici, ces réfugiés. Mais c'était la frustration. Personne ne pouvait s'imaginer. Imaginez que quand on commençait à suivre la RFI, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré les jours de la fin de la guerre quand j'ai suivi, on dit que moi j'ai fait couler les larmes ici. Non, c'était de la frustration. On se sent totalement abandonné. Dismas nous donne l'adresse de Kelenda Sefugongo. Sa maison s'est retrouvée sur la ligne de front entre l'armée rwandaise et ougandaise. Il a perdu 4 enfants. 4 à la fois. Et ma mère aussi, une vieille maman. Et j'étais vraiment bouleversé. C'était pas moi. J'ai laissé leurs cadavres ici. Je n'ai pas même emporté pour les enterrer. Quand j'ai vu mes enfants tomber, subitement comme ça, mes femmes, il n'a pas même pleuré. Parce que ça nous surpasse. Les enfants venaient de l'école, on vient de les tuer comme ça, encore dans notre propre parcelle, mais c'était grave. Quand vous voyez toutes ces photos aujourd'hui, ça vous fait quoi? Oh, papa. En tout cas, c'est une émotion. Ça me rappelle le jour du sang. Parce que ces jours-là, les belligérants ont bombardé 6600 bombes. 6600 bombes. Le lendemain, avec Dismas, nous traversons le fleuve pour nous rendre dans la commune de Lubunga, l'autre quartier de Kisangani très affecté par la guerre. Nous allons voir Félicien Chilumba, qui a perdu sa première femme en 1997. Elle a été tuée par un obus tiré par les rebelles de Laurent Désiré Kabila. Au moment du drame, ils avaient un enfant de 2 mois et demi. Oui, bonjour. Ça va, papa? Oui, ça va un peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter les événements de la Première Guerre pour vous ici? Comment ça s'est passé? Chaque fois que je raconte ça, ça me travaille beaucoup. Quand l'obus maintenant est tombé chez les voisins, nous étions dehors. Les éclats maintenant, au niveau de l'œil, tout ça. C'est sur les champs, elle n'avait rien dit. Et le bébé, vous avez pu le sauver, le bébé? Oui, il est à l'université, à l'ISP. Félicien ne souhaite plus regarder les photos de ces jours tragiques. Mais la femme qu'il a épousée plusieurs années plus tard nous les montre. La première photo montre la maison là où l'obus est tombé. C'est la maison du voisin. Deuxième photo, c'est vers le départ du cimetière. La maman se trouve dans les cercueils et le papa est ici.
Avant de quitter Kisangani, nous retournons une dernière fois avec Dismas au cimetière de la ville, aujourd'hui à l'abandon. Ici, c'est le cimetière de victimes de la Deuxième guerre du Congo en 2000. Mais dans les environs de la ville de Kisangani, il y a aussi de fosses communes de victimes de la Première guerre du Congo. Pourquoi est-ce qu'à Kigali, il y a un très beau mémorial pour les victimes du génocide et au Congo, il n'y a pas de mémorial comme ça? Pourquoi? La raison est simple. Ici, au Congo, il y a encore les belligérants qui sont au pouvoir et qui n'ont pas la volonté d'aider les gens à avoir la mémoire de l'histoire, c'est-à-dire de se souvenir du passé qu'ils sont en train de se reprocher. Donc les hommes politiques qui sont au pouvoir sont les auteurs des crimes qui ont été commis ici et ils ne veulent pas que les survivants de ces crimes puissent se le rappeler puisque ça va renvoyer toujours à la revendication de la justice et à la revendication de la réparation. L'un des exemples les plus connus est celui du numéro 2 de l'armée, Gabriel Amissi. D'après l'ONG Human Rights Watch, cet ancien rebelle du RCD a notamment ordonné un massacre à Kisangani en 2002. Qu'en pense le nouveau président congolais Félix Tshisekedi? Lors d'une récente visite à Paris, nous l'avons interrogé sur sa proposition de créer un tribunal spécial pour les crimes de guerre au Congo. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Et vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Parce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la Deuxième guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher, ni de faire la loi à la place de la justice. Donc nous laisserons à l'institution justice le soin de le faire. Nous allons à présent dans l'est du Congo, la région la plus touchée par les deux guerres. À Goma, nous prenons le bateau qui traverse le lac Kivu et relie Bukavu en 3 heures. Dans un hôtel vétuste, nous rencontrons un ancien combattant du RCD, la coalition soutenue par Kigali et Kampala lors de la Deuxième Guerre. Il appartient à la communauté Banyamulenge, des Tutsis congolais qui ont participé aux rébellions contre Mobutu, puis contre Kabila. Mais ils se sentent marginalisés par le gouvernement congolais et en veulent aussi au Rwanda. Ils ne souhaitent pas être identifiés. Je ne regrette pas d'être RCD, mais je regrette parce que le RCD a été manipulé par les pays voisins, aux intérêts du pays voisin. Et ça qui a causé même nous-mêmes, les Banyamulenge, nous avons perdu tant de personnes dans toutes les provinces. Le RCD, c'est un parti politique, mais appuyé par le Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les Banyamulenge, on soupçonne que les leaders du RCD, ils sont toujours aux missions de leur patron. C'est quoi votre message aujourd'hui pour le Rwanda? Vous dites quoi au Rwanda? Qu'ils nous donnent la paix. Nous pouvons dire au Rwanda, ce sont des voisins, sont des amis, sont des frères, mais ils nous laissent la paix, ils nous donnent la paix au Congo. L'ancien dirigeant du RCD est Azarias Ruberwa, aujourd'hui ministre dans le gouvernement congolais. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été et d'être encore trop proche du Rwanda. Chaque mouvement de libération doit avoir une base arrière, c'est classique, et doit avoir des alliés, c'est aussi classique. Donc nous n'avons pas honte de cela, nous ne réquisons pas cela. On a eu des soutiens et des alliés pendant la guerre. Il est évident que le RCD n'est pas parfait.
n'a pas été parfait. Il n'y a aucun mouvement de libération qui était parfait ou à 100% parfait. Mais le but du RCD, c'était un but noble. C'était un but qui visait la libération du pays, un mouvement qui visait la restauration d'un état de droit. Beaucoup de gens disent que le problème numéro 1 du Congo, c'est cette impunité. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsqu'il y a la guerre qui prend fin, pour que les acteurs de tous ces mouvements opèrent, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Les faits de guerre ont été amnistiés. Et c'est un argument de droit qui est imparable. Ça peut ne pas être compris, mais c'est des faits qui ne sont pas susceptibles de poursuite. Le village de Kanyola se trouve à 3 heures de route de Bukavu. Son histoire illustre bien la façon dont le Congo a été le terrain de bataille entre factions étrangères, parfois jusqu'à l'absurde. Car ici, 2 groupes armés rwandais ennemis, les anciens génocidaires Hutus et des rebelles soutenus par Kigali, ont tous les 2 commis des massacres contre des civils congolais. Chaque groupe soupçonnant la population locale de soutenir son rival. Fait rare au Congo, un mausolée a été construit à Kanyola pour les centaines de victimes de ces tueries. Tueries qui se sont poursuivies même après la fin de la Deuxième Guerre. Floride Kiriza a dû être amputée à l'âge de 5 ans après une fusillade perpétrée par d'anciens génocidaires Hutus. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec l'unique psychologue de la région. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'attaque? C'était le matin, à 9 h. Les malfrats sont entrés dans ma maison. Toute la famille était là. Ils ont tiré et après ma jambe a été à moitié arrachée. Ensuite, on m'a emmenée à l'hôpital. Et c'est là que le médecin m'a coupé la jambe et il m'a donné une béquille. Quel est ton message pour les Rwandais? Je ne veux plus voir les Rwandais au Congo. Qu'ils restent chez eux. Avant de devenir le curé de la paroisse de Kanyola, Wilfried Munyarakengwa avait dû fuir un autre village du sud Kivu occupé par le RCD. Lui aussi regrette que les guerres du Congo restent si méconnues. Au Rwanda, on dit que c'était les Tutsis qui étaient ciblés. C'est pourquoi on parle de génocide. Et ici où il n'y avait pas un groupe visé, alors on ne parle pas de génocide, mais on parle de massacres ou de tueries tout simplement. C'est ça seulement qui fait la différence. Mais selon ceux qui ont fait des études, on dit qu'il y a eu plus de 6 millions de morts ici au Congo. Mais on ne parle pas de génocide, on parle tout simplement de tueries ou massacres. Comme si nous avions droit à la mort et pourtant nous aussi on doit vivre. Pour une perspective sur l'héritage de Laurent-Désiré Kabila et de ces 2 guerres, nous allons voir celui qui est considéré comme l'un des plus grands historiens congolais, Isidore Daiwel.
Ça a renforcé un sentiment tout à fait compréhensible, mais qui est dangereux. C'est que l'élément rwandais est vraiment quelque chose qui est rejeté totalement et sans nuance. Sans nuance. Donc là, c'est excessif. Et moi, je pense que, je l'ai dit aujourd'hui, il faut que les Rwandais acceptent de faire amende honorable à l'égard des Congolais pour qu'à un moment donné, on puisse réellement résoudre ce problème. Le Rwanda ne se limite pas à Kagame. Et puis, je ne pense pas que c'est quelque chose qui se réglerait en un jour. Il faudra peut-être une bonne décennie pour qu'on retrouve vraiment le bon climat. Mais plus tôt on commencerait, mieux ça vaudrait. Depuis la fin de la Deuxième Guerre en 2003, des massacres sont encore régulièrement commis dans la région des Grands Lacs par des groupes armés, congolais et étrangers. Pour que ces tueries cessent, il faudrait au moins mettre un terme à l'impunité. Voilà pour ce document signé Nicolas Germain et Thomas Nicolon. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez revoir en replay sur france24.com à la rubrique émissions, puis Reporter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.